J'ai à peu près 60% d'ETF, un bon 20-30% d'obligations et un bon aussi 20-30% de stock picking. Question à 1 euro. Comment est-ce qu'un jeune de 22 ans se dit tiens, je vais aller sur le marché obligataire ? C'est un petit peu en fonction de son aversion au risque. Je pense qu'on a souvent été confronté à des petites chutes de marché qui nous ont fait trembler et donc j'ai voulu contrebalancer ça et me dire que s'il y avait une grosse chute, je me retrouverais pas sans rien. Celui qui se protège en faisant des emplettes sur le marché obligataire, c'est Alexis. À 22 ans, ce passionné de finance a commencé à investir ses économies en bourse après la crise du Covid. Comme il nous l'expliquera dans ce nouvel épisode de Tracker, Alexis a appris les rudiments de l'investissement en jardinant pour le compte d'un baroudeur des marchés. Et entre deux tailles de rosier, l'homme lui a surtout appris une des règles d'or en finance, la diversification. Nous interrogerons également l'analyste de la revue L'Investisseur qui nous donnera son avis sur le portefeuille d'Alexis et des obligations qui s'y trouvent. Je suis Salim Nesba et je vous souhaite la bienvenue dans le 89e épisode de la série Tracker. Je vous donne également rendez-vous le lundi 26 mai au Kinépolis de Bruxelles pour l'enregistrement d'un épisode en public. Pour réserver votre place, inscrivez-vous vite à l'adresse leco.be/trackerlive. Nous mettons tous les détails de cet événement dans les notes de l'épisode et bien entendu sur notre groupe Facebook Les Trackers de l'Éco. On retrouve Alexis, il nous explique comment il s'est retrouvé avec ce bon vieux journal de l'Éco entre les mains à scruter les colonnes de cotation alors que les marchés boursiers se remettaient à peine de la crise du Covid. J'étais un jardinier à l'époque, on va dire ça comme ça. Je faisais des petits boulots, donc à partir de 18 ans. Et j'ai travaillé chez un vieux monsieur que j'ai rencontré via mes parents, et avec qui on a commencé à discuter, on a commencé à créer des liens qui étaient plus que juste le travail. Et il s'avérait que cette personne était un grand investisseur et quelqu'un de très expérimenté dans le domaine. Et donc, en partageant un petit peu... en parlant de nos passions communes, il a commencé à m'expliquer quelques petites choses. Et puis, au final, il m'a invité tous les matins à venir un petit peu plus tôt pour lire son journal, justement, qui était l'Écho. Donc, je me retrouvais à venir chez lui plutôt. Ouais, très bon journal. Je me retrouvais à venir chez lui parce qu'il avait des problèmes de vue. Donc, évidemment, il prenait 2 heures à lire sa page, vu que c'est écrit en tout petit les performances de chaque action. Du coup, je l'aidais à faire ça. Et puis, petit à petit, il a commencé à me donner quelques petits conseils, évidemment sans m'inciter à investir. Mais vu que c'est quelque chose qui me passionne et quelque chose qui me donnait envie, j'ai commencé à me renseigner en lui posant de plus en plus de questions et en arrivant à où j'en suis aujourd'hui. Et donc, avant de tailler les haies, les rosiers, tu lisais les cotations qu'on imprimait, nous, dans le journal, où on peut voir, par exemple, le plus haut de l'année, on peut voir la performance sur les 12 derniers mois. C'était toutes ces informations-là. Exactement, et puis je connaissais par cœur tout son portefeuille avec le temps. Du coup, je savais exactement quel titre je devais lire. Du coup, je lisais la performance de la veille pour chaque action. Et puis, après avoir fait ça, on passait plutôt à la lecture d'articles divers. Je lui lisais souvent les titres et puis il me disait est-ce qu'on rentre plus profondément dans le sujet ou non. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on continue à avancer. Et j'imagine que pour toi, ça a été aussi l'occasion de faire des liens entre des sociétés belges, des sociétés que tu connaissais peut-être et puis que tu voyais en fait dans ces colonnes d'actions logées à la Bourse de Bruxelles, à la Bourse de Paris par exemple. Oui, exactement. C'est comme ça que j'ai commencé à un peu comprendre, à faire des liens. Je n'avais pas d'expérience et j'ai directement commencé à lire tous ces noms sur ce journal et je me suis rendu compte qu'en fait, ça avait une valeur qui bougeait assez rapidement et ça a commencé à faire clic dans ma tête et je me suis dit, il y a tout un monde là derrière qui est vraiment dur à comprendre mais passionnant. Et tu avais déjà en tête l'idée de faire des études en finance, études que tu es en train de terminer d'ailleurs. Oui, du coup en parallèle j'avais commencé à 18 ans mes études en Financial Engineering, c'est pour le dire en anglais. Et du coup j'avais déjà cette idée en tête mais qui était moins claire on va dire et elle s'est éclaircie et je me suis rassuré dans l'idée de continuer ces études.
Alors on parle comme si c'était un lointain passé, mais c'était il y a quelques années, et toutes ces cotations étaient déjà disponibles sur Internet, sur les applications. Toi, de ton côté, tu apprenais aussi à utiliser ces nouveaux outils? Alors, il y a quelques jours où le journal n'était pas arrivé à la maison à cause de problèmes divers, qui sont sûrement pas liés à l'écho. Mais du coup, on a dû un petit peu s'adapter et j'ai dans ces cas-là sorti mon téléphone pour lui lire tous les cours. Ça me prenait un peu plus de temps vu qu'on avait l'habitude de la façon dont c'était trié dans le journal. Mais du coup, j'ai appris aussi en parallèle à utiliser ces outils assez modernes que j'utilise maintenant. Je n'utilise plus vraiment le journal papier. Quand je dois lire un article sur l'écho, je vais directement via mon ordinateur. Et alors, en voyant comment une personne aussi expérimentée que ton mentor, on va l'appeler comme ça, oui. Faisait, qu'est-ce que tu t'es dit sur ta manière d'investir à ce moment-là? Je me suis dit que j'allais faire comme lui. C'est-à-dire c'était simplement de mettre des petites sommes d'argent dans chaque titre qui lui semblait intéressant, et puis un petit peu de voir ce que ça se passe. Donc ça s'apparente à du stock picking, vu que lui, il a grandi dans une époque où les ETF n'étaient pas vraiment démocratisés, les fonds performaient, mais c'était pas vraiment sa façon de faire. Donc j'ai voulu faire comme lui. Alors c'est une stratégie qui est un petit peu difficile quand on n'a pas les bonnes bases, mais vu que je les avais grâce à lui, ça s'est pas trop mal passé, on va dire ça comme ça. Et du coup, j'ai suivi son processus d'investissement juste en lisant les valorisations, les données traditionnelles de chaque titre, et si une valorisation me semblait de qualité selon ce qu'il m'expliquait, je passais à l'action, je mettais un petit peu d'argent qui parfois se transformait en une assez grosse position dans le portefeuille en fonction de ce qui se passait. Et lui, il était dans le fait de ne jamais vendre une action. Donc il les gardait tout le temps, et jusqu'à ce que ça devienne des gros bébés parfois. Il y avait tout un travail de préparation avant d'acheter une action, calculer, mais aussi s'informer sur l'actualité de la société, sur son secteur, sur les opportunités qu'il y a dans le secteur. C'était pas juste du stock picking au hasard, quoi. Exactement. On cherchait un petit peu à aller dans une direction. Donc, par exemple, si on avait beaucoup d'actions dans une certaine localisation, on essayait de se diversifier au maximum, de pas être dans le même secteur. C'est un petit peu ce qui m'a appris. Même si on voit que la tech, c'était pas trop mal de rester dans ce secteur-là en plus grosse quantité, mais je pense que fondamentalement la diversification, c'est toujours très important. C'est un petit peu ce qu'on faisait, et on se dirigeait et on se laissait un petit peu avoir par ce qu'on lisait, et c'était pas vraiment très très réfléchi non plus. Ça allait assez vite, ça pouvait être 1 à 2 achats par semaine, mais aucune vente par contre. Alors, ce qui est intéressant aussi dans ces histoires intergénérationnelles, c'est quand les jeunes générations apprennent des choses aux personnes plus âgées. Est-ce que tu as eu le sentiment d'avoir appris des choses à ton mentor aussi? Alors oui, différemment, bizarrement. Apple, c'est bien. Bizarrement, non, je me suis pas du tout senti de lui apprendre quoi que ce soit, vu que je sais qu'il a toujours été très à la pointe de son sujet, donc j'ai pas eu l'impression d'avoir eu quelque chose à lui apporter, même si sûrement que tout le monde a des choses à apprendre, mais vu que je n'avais aucune expérience et que lui en avait beaucoup, parfois je mettais ma petite patte en lui lâchant quelques petits mots sur une analyse qu'on lisait. Il me demandait souvent mon avis. Je sais pas ce qu'il en faisait exactement, mais on va dire qu'à part ça, je n'apportais pas grand-chose d'autre, à part prendre ce qu'il avait à me donner. Avant de scanner le portefeuille de notre jeune invité de la semaine, un portefeuille très diversifié au point d'être garni d'obligations d'État, je vous propose d'écouter Yuri Huygen, l'analyste de la revue L'Investisseur. Nous lui avons demandé son avis sur le marché des obligations, mais aussi nous l'avons interrogé sur la bourse de Bruxelles, un marché qu'il connaît bien pour le suivre quotidiennement. Bonjour Yuri. Bonjour Salim. Alors première question, est-ce que toi aussi, autour des 20 ans, tu t'aventurais déjà sur le marché obligataire? Non, pas du tout. Je pense que j'aurais été comme les jeunes actuels, donc, qui s'intéressent qu'au Bitcoin et à des valeurs technologiques telles qu'NVIDIA. Il y a très peu de jeunes qui nous envoient des mails en nous posant des questions sur des obligations.
Et Alexis nous disait que son choix d'aller dans le marché obligataire, c'était aussi de se protéger. Est-ce qu'on peut réellement, dans le contexte actuel, se protéger des chutes du marché action en ayant des obligations ? Alors, lorsqu'on achète une obligation, ce qu'on attend surtout de cette classe d'actifs, c'est d'être protégé contre l'inflation. Alors, l'inflation au mois de mars était de 2,9% en Belgique. Donc, pour ne pas perdre de l'argent avec les obligations, il faut au moins gagner 2,9% en termes nets. Alors, j'aime autant vous dire que c'est pas évident aujourd'hui d'obtenir ce genre de rendement avec des obligations, surtout d'État. Je vais simplement prendre l'exemple du taux à 10 ans. Le taux à 10 ans belge, il est de 3% brut. Donc, si on retire simplement le précompte mobilier de 30%, on n'a que du 2,1% net. Donc, ça veut dire que en achetant aujourd'hui une obligation d'État, on perd de l'argent en termes réels. Alors, si on veut vraiment gagner de l'argent avec les obligations, il faut naturellement aller vers les obligations d'entreprise. Et donc, il faut accepter un certain risque. Mais même avec des obligations telles que des Volkswagen, des BMW, on obtient aujourd'hui sur une durée de 5-6 ans environ 3,4 net. Donc, ça veut dire que on compense tout justement l'inflation. Moi, ce qui m'étonne dans le cas de ce jeune investisseur, c'est que voilà, il a un horizon de placement relativement long. On sait très bien que les actions rapportent bien plus sur une longue durée. Donc, je vois pas directement pourquoi Alexis devrait investir aujourd'hui en obligations. Et alors, dans le cas d'Alexis, en plus des obligations, il nous a expliqué qu'il avait des ETF et des actions, notamment des actions bruxelloises. Alors, quel est l'intérêt pour un si jeune investisseur basé en Belgique de surcroît de s'intéresser à un marché comme la bourse de Bruxelles ? Alors, je dirais que d'un point de vue historique, il n'y a pas vraiment d'intérêt à être investi à la bourse de Bruxelles. Je faisais encore une petite comparaison. Si on prend l'indice AEX d'Amsterdam, et que je prends également donc le Nasdaq, sur ces 10 dernières années, le BEL 20 a fait 2 fois moins bien que l'AEX Amsterdam et 3 fois moins bien que le Nasdaq. Cela s'explique simplement parce que à la bourse de Bruxelles, il n'y a pas vraiment de valeur technologique. La seule valeur technologique au sein du BEL 20, c'est Melexis. Chez nous en Belgique, il n'y a pas de variante, on va dire, de Microsoft, il n'y a pas d'Apple belge, il n'y a pas d'Nvidia, donc il y a très peu d'attrait au fait pour être investi, on va dire, à la bourse de Bruxelles sur une très longue durée. Donc on a souvent ce cliché d'une bourse un peu ronflante, un peu endormie, mais il y a quand même des opportunités à la bourse de Bruxelles. Assurément, et à très court terme, si on prend l'évolution des bourses depuis le début de l'année, on voit très bien qu'il ne faut pas être investi actuellement dans les valeurs technologiques. Alors c'est vrai que la bourse de Bruxelles, elle a comme avantage de contenir beaucoup de valeurs dites de rendement, donc des sociétés qui payent de beaux coupons réguliers. Et l'avantage d'être investi, on va dire, dans des valeurs de rendement belges, c'est qu'on ne paye qu'une seule fois le précompte. Lorsqu'on achète une valeur comme Engie, on paye 2 fois le précompte. Donc il y a beaucoup de valeurs intéressantes à la bourse de Bruxelles. Alors ce que moi j'aime beaucoup à la bourse de Bruxelles, ce sont toutes les CIR qui y sont cotées. Les sociétés immobilières réglementées. Voilà, donc ce sont des sociétés immobilières qui payent chaque année de beaux dividendes. Donc c'est réglementé, donc ils doivent distribuer au moins 80% du bénéfice réalisé. Et donc sur l'exercice 2024, les CIR ont généré en fait un rendement dividendaire de 7% brut. Et donc là tantôt quand on parlait justement des obligations, on parlait de rendement de 2 à 3%. Ici pour des CIR, on parle de 7% brut. Donc s'il y a bien un intérêt d'être présent à la bourse de Bruxelles, c'est justement par exemple de s'intéresser à des valeurs comme les CIR. Et on a aussi toute une série de holdings, et si on regarde bien qu'est-ce qui se cache derrière ces holdings, parfois on peut être surpris de voir que tel ou tel holding est à la pointe de la technologie ou bien investi dans un marché asiatique très lointain. Alors, il est vrai que les holdings, c'est une classe d'actifs très belge. La bourse de Bruxelles en compte une bonne dizaine. Alors, c'est vrai qu'on ne peut pas toutes les comparer entre elles parce qu'il y a naturellement des holdings qui ne possèdent qu'une seule participation. Donc, si je prends l'exemple de Solvac qui ne détient que des Solvay, la finance de Tubize, ou Tubize qui ne détient que des UCB. Et puis, on a naturellement ces holdings qui ont de larges portefeuilles avec des participations cotées. Et puis, naturellement, quelques holdings qui sont spécialisés donc dans ce qu'on appelle le private equity, donc dans les sociétés non cotées. Alors c'est vrai que ce qu'on a constaté ces dernières années, c'est que la fameuse décote par rapport à la valeur intrinsèque, elle a augmenté ces dernières années. Et aujourd'hui, beaucoup de holdings sont recherchés par les investisseurs justement parce qu'on peut acheter aujourd'hui en bourse un holding qui se négocie, on va dire, parfois 30 ou 40% sous sa vraie valeur, donc la somme de toutes les participations détenues.
Retour chez Alexis. Je vous le disais dans l'introduction du podcast, il a appris à bien diversifier son portefeuille. Nous allons à présent voir quelles sont les valeurs et les produits qui s'y trouvent. Vous l'avez compris, c'est l'heure de scanner le portefeuille de notre invité de la semaine. Ton portefeuille est très diversifié. On voit qu'il y a une bonne part en obligations. Il y a des produits plus gestion passive et il y a aussi du stock picking qui est un héritage de tes débuts. À quoi il ressemble ton portefeuille aujourd'hui ? Alors oui, effectivement, tout ce qui est stock picking, c'est bien l'héritage de cette rencontre que j'ai eue. Après, tout ce qui est plus ETF, obligations et tout ça, ça ne venait pas vraiment de lui. C'est dû à d'autres rencontres que j'ai eues après et qui m'ont un petit peu appris à me diversifier avec les nouveaux outils qui sont présents dans la scène des investissements. Et donc oui, comme tu l'as dit, j'ai à peu près 60% d'ETF, un bon 20-30% d'obligations, un bon aussi 20-30% de stock picking. Environ, je sais pas exactement, mais c'est par là. Alors, question à 1 euro. Comment est-ce qu'un jeune de 22 ans se dit tiens, je vais aller sur le marché obligataire ? C'est un petit peu en fonction de son aversion au risque. Je pense qu'on a souvent été confronté à des petites chutes de marché qui nous ont fait trembler. Et donc, j'ai voulu contrebalancer ça et me dire que s'il y avait une grosse chute, je me retrouverais pas sans rien. Et je me suis renseigné du coup sur ce marché des obligations qui est assez passionnant aussi quand on ne le connaît pas. C'est le fait qu'on reçoive un rendement de façon obligataire, même s'il y a toujours une chance que ça se passe mal, mais la majorité des cas, c'est ce qui se passe. Et donc, ça m'a un petit peu intrigué. Donc, j'ai voulu rentrer dans ce marché pour mieux le comprendre en me faisant mes armes directement en investissant dedans. Et c'est plutôt des obligations d'entreprise, des obligations d'État ? C'est plutôt, oui, des obligations d'État. J'ai pas d'obligations d'entreprise. Et c'est des États proches de chez nous où tu prends aussi parfois du risque dans le marché obligataire ? C'est toujours des AAA, des obligations qui sont très bien ratées. Et c'est des obligations aussi européennes qui suivent le cours de l'Europe. Mais bon, ça, du coup, c'est pas très risqué et c'est pas très bon en termes de rendement. Mais c'est là-dessus que j'ai voulu apprendre à les utiliser. Et est-ce que ce qui est investi sur le marché obligataire, pour toi, c'est une réserve qui, quand on arrivera au terme, va être réallouée à un autre type d'actif, ou tu te dis, mon argent, il travaille, c'est une manière de se diversifier? Je pense que ça restera dans cette forme-là, en tout cas en partie. Je pense que ça place dans un portefeuille. Après, peut-être en plus petite proportion, vu que je suis jeune et je cherche à faire un multiple sur mon petit capital plutôt que de le garder de façon assez stable en pouvant vivre de ces rendements. Du coup, oui, c'est peut-être une proportion qui va baisser, mais je pense en garder peut-être au moins 10% dans mon portefeuille. Et du coup, qui serait réalloué plutôt en ETF. Et alors, les ETF, comment ça s'est passé la rencontre avec les ETF? Quand tu les as vus, tu t'es dit, mais pourquoi j'ai perdu tout ce temps à choisir mes actions alors qu'il y a ces grands paniers qui peuvent me permettre une diversification rapide? Et je pense que ça vient beaucoup des réseaux sociaux aussi. On voit que les ETF, ça fait beaucoup de bruit. Ça a un très bon track record. Par exemple, le S&P 500 qui, depuis à peu près 100 ans, fait un rendement annualisé de 10%. C'est une sorte de rendement de rêve pour un investisseur qui n'a pas beaucoup d'expérience. Donc oui, on se dit pourquoi se casser la tête à faire des analyses alors qu'on peut avoir un rendement assez pérenne et qui est plutôt bon et sans prendre des risques énormes dus au fait qu'on n'a pas d'expérience. Les ETF que tu as aujourd'hui, ça te permet d'être présent sur quel type de marché, sur quel type de thématique? Du coup, il y a pas mal de MSCI World, donc ça regroupe tout. Encore dans le point de vue diversification, c'est pas mal du tout. Quand on n'a pas d'expérience, je pense que c'est un très bon actif pour les gens qui cherchent à apprendre à utiliser les marchés comme levier. Il y a aussi du coup tout ce qui est ETF américains qui sont un petit peu mieux en termes de track record et en termes de performance dans les années passées, mais qui effectivement ne veulent rien dire pour le futur, mais c'est quand même une bonne indication pour moi. Et puis, il y a aussi une petite exposition à la Chine qui m'intéresse avec tout ce qui est voiture autonome qui se développe pas mal là-bas et qui, je pense, fait du sens pour quelqu'un qui cherche un rendement un peu plus haut.
Et est-ce qu'aujourd'hui, tu as encore des titres, des actions qui datent de cette époque-là, que tu as acheté à cette époque-là? Oui, mais par exemple, un de mes titres qui a bien performé, on va dire, grâce à son analyse, c'est Rolls-Royce, qui a été acheté du coup à 1,4 environ pounds, qui aujourd'hui, je crois qu'elle est à 7-8 pounds, quelque chose comme ça. Donc, c'est une très belle performance et ça, c'est en partie grâce à lui, grâce aux petits exercices qu'on faisait de voir que la valorisation était bonne et qu'il y avait un bon business model et voir si le case tenait la route selon nous, selon notre consommation, selon notre vision du monde. Et c'est un petit peu comme ça qu'on s'y est pris. On va un petit peu se projeter dans le futur. Et donc, tu le disais tout à l'heure que certains de tes ETF étaient destinés à t'exposer au marché asiatique, notamment sur des secteurs comme la mobilité, les voitures électriques. D'où t'est venue l'idée et pourquoi c'est important pour toi? Mais alors, cette idée-là, elle me vient plutôt de mon stage dans lequel je suis dans un multifamily office et dans lequel il faut toujours qu'on soit un petit peu des couteaux suisses en termes de propositions d'investissement. Enfin, il faut qu'on puisse répondre à toutes les questions des clients sur les actifs. Donc, il faut souvent passer son temps à se renseigner sur tout ça. Et donc, en étant entouré d'analystes là-bas, bien, on a parlé un petit peu de nos investissements. Ils m'ont pas mal parlé de la Chine. Et c'est un petit peu eux qui m'ont dirigé vers cet investissement. Donc, il est assez récent, mais je pense qu'il fait du sens, surtout du coup du point de vue des voitures autonomes BYD ou par exemple Xiaomi qui lance aussi ses voitures. Et je pense à BYD qui a eu des résultats très bons au premier quadri de cette année. Je crois une augmentation de 59% par rapport à l'année passée. Donc ça, c'est quand même très impressionnant. Et je pense qu'ils vont pouvoir taper dans les prix. On voit Tesla aussi qui a un petit peu du mal à persister et donc enfin qui se prend des grosses baissées ces derniers temps. Donc ça fait du sens pour moi. Oui, on sort d'un super cycle sur le marché américain. Ouais. Toi, comment est-ce que cette rotation vers, par exemple, le marché asiatique se fait? Est-ce que tu commences à vendre en te disant, en vendant tout de suite, je rachète en Asie, ou est-ce que tu gardes plus ou moins ce que tu as aux États-Unis et les nouveaux investissements vont plutôt en Asie? Ben moi, j'investis du coup souvent tous les débuts du mois ou quand le marché baisse, mais souvent c'est une fois par mois. Donc je garde tout ce qui est déjà investi et je réalloue la nouvelle poche d'investissement mensuel à des actifs qui font plus de sens pour moi. Et du coup, je garde tout ce qui était États-Unis, tout ce qui était ETF. Je continue même à investir dedans, mais en plus petite proportion pour laisser de la place aux nouveaux marchés qui m'intéressent. Et est-ce que tu as un intérêt sur des marchés plus proches de nous géographiquement? Oui, ben justement ça, si on doit revenir sur le monsieur, lui, il avait un portefeuille qui était très centré Europe. Donc mes débuts en bourse étaient aussi très centrés Europe. Donc ce portefeuille, je l'ai gardé et il m'a un petit peu permis de me sauver cette année, même si très récemment il y a de nouveau une grosse chute. Alors, tu me parles de plein d'actions, de plein de produits. Combien il y a de lignes en tout dans ton portefeuille? Je pense qu'il y a environ 30 actions individuelles et puis peut-être 5 ETF ou 6 ETF, quelque chose comme ça. Et tu trouves que c'est assez ou que c'est trop ou que c'est pas assez? C'est sûrement trop d'actions puisque les actions, c'est pas très fondé. L'achat dans une action, à mon sens, c'est quelque chose qui se base souvent sur pas grand-chose vu qu'on n'a aucune sûreté de battre le marché dans ce point de vue-là, mais c'est assez pour moi puisque c'est quelque chose qui me permet d'apprendre et qui me permet d'évoluer dans ce que je fais. Comme le veut la coutume, nous proposons à nos invités d'entrer en interaction avec vous en vous posant une question. Question à laquelle vous pouvez répondre en rejoignant notre groupe Facebook Les Traqueurs de l'Écho ou en nous écrivant à l'adresse podcast@leco.be. On écoute la question d'Alexis. J'aimerais demander aux traqueurs de l'Écho ce qu'ils pensent du marché indien en général et quelle proportion ils pourraient prendre dans un portefeuille généralement composé d'ETF. Envie de répondre à Alexis? Venez rejoindre notre groupe Les Traqueurs de l'Écho sur Facebook ou écrivez-nous à l'adresse podcast@leco.be. De l'interaction, il y en aura aussi le lundi 26 mai au Kinépolis de Bruxelles où, je vous le rappelle, nous enregistrerons un épisode en direct.
Dépêchez-vous de vous inscrire à l'adresse leco.be/trackerlive. C'était Salim Nesba au micro et Julie Garrigue à la réalisation pour Tracker, le podcast bourse du journal L'Écho. Merci de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine.